Bonjour et bienvenue donc au retour sur la pratique du module 4. Alors dans ce module, vous aviez donc l'occasion de découvrir de quelle façon il était possible de développer une attention plus particulière sur les chakras afin d'une part à mieux comprendre les messages qu'ils pouvaient exprimer à travers le décodage intuitif, de déprogrammer chacun d'eux et de les soigner. Comme vous l'avez constaté, la première étape de la pratique qui vous a été proposée dans ce module était fortement orientée sur un travail plus personnel dans lequel vous appreniez à équilibrer chacun de vos chakras par une technique. Donc, nous avons vu qu'il y avait plusieurs techniques pour équilibrer les chakras. Ces techniques, finalement, ont pour objectif, dans un premier temps, de vous amener à constater qu'il est donc possible d'avoir un impact sur chacun d'eux et de constater qu'il est possible aussi d'avoir une amélioration des symptômes que vous pouvez avoir dans votre corps, une amélioration d'un sentiment de plus grand confort, de plus grand bien-être qui pouvait en résulter. Donc le premier objectif pour moi c'était celui-là, c'était de vous inviter à explorer donc les différentes techniques que je vais vous présenter comme conclusion que vous avez donc expérimenté déjà. Donc la première technique, c'était l'ouverture et la fermeture des chakras, où vous appreniez véritablement à ouvrir le chakra et à le refermer, à ouvrir et à refermer. Cet exercice-là consistait justement à nous aider à mesurer le degré de conscience que nous avons dans un chakra. C'est-à-dire que si dans mon chakra racine, j'ai une certaine activité, je vais donc avoir la capacité effectivement de respirer la lumière d'une façon équilibrée, d'une façon harmonieuse dans le chakra du cœur. Si je n'ai pas conscience de ce chakra-là, il est fort probable, ou que j'ai une moins bonne conscience, il est fort probable, évidemment, que l'ouverture et la fermeture sera donc plus difficile. Donc, le premier exercice qui vous était proposé était donc d'évaluer si le chakra en question avait donc cette capacité de respirer, donc d'avoir si on avait une certaine conscience de cette région-là, et si on était capable justement de jouer sur cette ouverture, cette fermeture-là, indiquant justement que si l'ouverture et la fermeture est adéquate, bien évidemment, il y a donc une respiration lumineuse, biolumineuse, qui s'effectue d'une façon régulière et harmonieuse dans ce chakra-là. Ce qui veut donc dire que le chakra est donc dans des bonnes conditions pour recevoir l'énergie cosmique. C'est alors qu'on amenait le deuxième exercice, qui était donc de canaliser une couleur dans un chakra. Alors, on avait vu que dans le chakra du cœur, par exemple, il y avait la couleur verte qui est associée à ce chakra-là. Donc, on allait simplement respirer dans le chakra du cœur, de façon à ce que la couleur verte se répande harmonieusement dans le chakra. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'on faisait? On mesure la fréquence colorée verte si notre chakra du cœur est capable de bien la distribuer dans le corps. Alors donc l'ouverture et la fermeture indiquait justement qu'on a une bonne capacité d'absorber la lumière, et cette lumière-là, donc évidemment, selon les règles de la fréquence associée au chakra, la couleur verte est la fréquence colorée qui va être associée donc au chakra du cœur. Donc on va chercher ensuite à distribuer l'énergie verte dans le chakra, de façon à ce que le chakra puisse nourrir la glande endocrine qui est associée, mais aussi tous les organes avoisinants, permettant donc de favoriser un plus grand équilibre. On avait vu, par rapport aux couleurs, que plus la couleur était, si je voulais une couleur verte parfaite, on constatait que même si je voulais la couleur verte parfaite dans mon chakra du cœur, il se produisait quelquefois des situations étonnantes, c'est-à-dire que je pouvais constater qu'au lieu que ce soit un vert parfait qui se manifeste à moi, mais que ce soit un vert très pâle qui soit présent. Alors le vert très pâle laissait sous-entendre une hypoactivité, par exemple. Un vert très foncé donnerait l'impression à une forme d'hyperactivité. On pourrait aussi concevoir que si le vert très foncé avec du noir, avec le sentiment de saleté, de congestion, c'est la surcharge. Si on va dans le vert très très pâle avec des aspects sombres et des éléments de congestion et de surcharge, même chose, c'est un état de surcharge qu'on va retrouver à ce moment-là. Donc là, je donne des idées un peu générales en vous disant bien évidemment que c'est le questionnement qui va toujours déterminer optimalement ce qui se passe dans le chakra en question. C'est-à-dire que moi, je vous donne des idées pour vous aider justement à bien comprendre que par rapport aux couleurs, si la couleur
est bien harmonieuse, ben c'est un bon indice. S'il y a une forme de pâleur, ben c'est un indice d'hypo. Si c'est une forme d'intensité trop importante de la couleur, ça peut être une forme d'hyperactivité, ainsi de suite. Donc ça va vous aider justement à constater que simplement le fait de travailler sur vos 7 chakras avec les couleurs vont vous permettre de constater qu'il y a un bien-être qui va en résulter. On a ajouté un autre élément par rapport à cette technique-là. On a ajouté l'idée qu'il était possible de demander au chakra quelle était la couleur qui lui serait le plus appropriée pour augmenter le bénéfice du soin qu'on est en train d'effectuer. Ça voudrait dire qu'au niveau de mon chakra du cœur, qui est associé à la couleur verte, je pourrais lui demander, par exemple, quelle est la couleur qui lui serait plus favorable pour augmenter son équilibre encore plus important, et il pourrait nous donner la couleur violette, par exemple, qui est donc reliée au chakra frontal. Donc, on comprend ici que les chakras sont en étroite relation les uns avec les autres. Donc, un chakra a une couleur qui lui est associée d'une façon traditionnelle et qui est une réalité, sauf qu'en même temps, on doit comprendre que le chakra du cœur est un organisme vivant, pourrait-on dire, et que sa capacité à capter les fréquences, s'il y a des désordres, des perturbations, ben, peuvent effectivement indiquer qu'il y a des interactions qui peuvent exister entre les chakras qui indiqueraient justement que, par exemple, si on a une couleur violette qui nous est proposée dans le chakra du cœur, ben, peut-être qu'on peut facilement envisager l'idée que le cœur et le chakra frontal ont une relation, ont un travail qui sont en train de s'effectuer ensemble et que dans ce sens-là, ça serait intéressant d'approfondir cette relation-là éventuellement dans une pratique. Donc ça, c'était donc pour l'utilisation des couleurs par rapport au chakra. Alors peut-être pour revenir simplement au premier exercice, ouverture et fermeture, ce que je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est que dans l'ouverture et la fermeture, bien évidemment, si je constate qu'il y a une mauvaise ouverture, ben ça veut donc dire quelque part que mon chakra n'est pas capable d'émettre de la lumière. Si je constate qu'il n'y a pas une bonne fermeture, c'est donc dire que mon chakra n'est pas capable donc d'absorber la lumière. Alors l'idée de ça, c'est que le mouvement de respiration doit être uniforme et harmonieux. Alors plus cette uniformité, cet équilibre n'est pas présent, plus évidemment il va y avoir donc des zones de perturbation qui vont être questionnables évidemment par le décodage intuitif. Donc ça c'était pour le mode d'ouverture et fermeture. Ensuite on a vu donc la canalisation par les couleurs. Et la troisième technique, c'était la circulation rotatoire entre les chakras. Donc dans cette technique-là, ce qu'on allait découvrir évidemment, c'est que le chakra a une certaine rotation. Traditionnellement parlant, on va souvent attribuer le chakra à une certaine rotation qui est le sens des aiguilles d'une montre pour dire ça c'est un chakra qui est équilibré quand il a le sens des aiguilles d'une montre. Alors évidemment, il faut déterminer de quel sens il s'agit, parce que si je localise mon chakra sur moi comme ceci, le sens des aiguilles de montre va être dans une certaine direction. Par contre, si vous allez dans la direction d'un partenaire, ben, vous allez constater une chose différente. Si vous allez vers votre dos, vous allez constater une chose différente aussi par rapport à ce mouvement-là. Donc, ça m'a amené, moi, à proposer justement quelque chose de plus simple et qui m'apparaissait peut-être beaucoup plus complet aussi et beaucoup moins péjoratif par rapport à la circulation rotatoire des chakras. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on va toujours faire deux mouvements. Le mouvement que j'appelle centripète. Le mouvement centripète est un mouvement qui va se diriger vers l'intérieur. C'est un mouvement rotatoire, mais qui amène le mouvement vers l'intérieur. Ce mouvement rotatoire qui amène de l'énergie vers l'intérieur et de l'accumulation, c'est-à-dire que le chakra a donc une capacité justement de prendre l'énergie et de la ramener vers lui, pour la simple raison qu'il a un besoin d'énergie, un besoin de concentrer son identité, concentrer son ego, concentrer sa relation avec soi. Alors c'est souvent ça que le centripète va amener. C'est un moment essentiel, puisqu'on sait que dans la société de nos jours, on est constamment confronté à l'extérieur, aux échanges extérieurs. Alors ces échanges extérieurs-là nous amènent souvent à nous éloigner de nous-mêmes, et dans ce cas-ci, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, par le mouvement centripète, c'est de ramener l'énergie vers soi pour justement avoir plus grande conscience de soi. Dans le mouvement centrifuge, évidemment, c'est un mouvement qui va aller vers l'extérieur, qui va donc amener un rayonnement plus important aussi. Alors, je pense que traditionnellement parlant, quand un intuitif regardait un champ énergétique d'une personne, bien évidemment, on a vite reconnu l'idée qu'un être humain qui était puissant est un être humain qui avait un champ énergétique plus fort, plus puissant. Alors, ça a amené sans doute cette idée que le champ énergétique, lorsqu'il est plus rayonnant, est un indice notamment de puissance, de force. Un peu comme quelqu'un qui a des gros muscles. Alors quand on arrive avec un être qui a des gros muscles, on voit arriver, on voit bien quelque part c'est un être qui a une certaine puissance. Évidemment, cette puissance-là, on le sait bien, que c'est une expression d'une manifestation terrestre, alors que dans ce cas-ci, dans l'aura, quand on regarde un champ énergétique, c'est une manifestation d'une forme de phénomène lumineux, pourrait-on dire. Ce phénomène lumineux, il ne faut pas se laisser avoir par lui.
il faut toujours comprendre que l'équilibre entre ce qui anime mon être, c'est-à-dire que si moi j'ai de la lumière en moi, si je suis capable d'accumuler l'énergie en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bien irrigué intérieurement, j'ai du sang, j'ai des liquides organiques dans mon corps, j'ai une bonne lymphe, etc. J'ai donc une masse liquide en moi qui va être capable d'absorber de l'énergie. Ce mouvement-là, quelque part, qui est donc intérieur, va donc pas manifester un rayonnement important. Mais par contre, c'est un mouvement qui va me permettre justement d'absorber l'énergie. Quand je vais parler du mouvement centrifuge, c'est un mouvement qui va donc diriger l'énergie vers l'extérieur, donc qui est une dépense énergétique, pourrait-on dire, c'est une production d'énergie. Et cette production d'énergie-là va mettre en évidence, évidemment, que j'ai un certain rayonnement, une certaine qualité de rayonnement que je vais avoir. Alors cette qualité de rayonnement-là, pour qu'il soit vraiment reconnu comme étant un facteur de santé, va donc être un indice d'un bon mouvement centripète, donc une bonne capacité d'absorber la lumière, et un bon mouvement centrifuge, qui est une bonne capacité d'émettre de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose de très important à bien comprendre. Et évidemment, donc, le questionnement va toujours être un élément clé aussi par rapport à cela. Alors jusqu'à maintenant, ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait donc 3 techniques importantes sur le chakra. Sur un chakra, donc, on va ouvrir et fermer le chakra. On va donc amener de la couleur dans le chakra en question. Et ensuite, on va amener un mouvement centripète et centrifuge sur le chakra. Ces 3 techniques-là servent à équilibrer un chakra comme si ce chakra-là était autonome, c'est-à-dire qu'il n'était pas en interrelation avec les autres. Alors, quand ce que vous avez fait dans le module 4 jusqu'à maintenant, c'était de prendre le temps de justement pratiquer sur les 7 chakras, les techniques que je viens de vous nommer, pour parvenir justement à observer effectivement que dans chacun des chakras, il y avait des sensations différentes, des observations différentes, des perceptions d'images, de sensations et de mots qui se manifestaient à vous différemment selon le chakra dans lequel vous étiez. Et vous avez pu identifier sans aucun doute que certains chakras avaient plus de facilité que d'autres à circuler, etc. C'est des choses que vous avez peut-être sans doute observées. Ce serait normal, si vous l'avez observé, que vous soyez capable de me dire où se trouvent les zones de facilité, les chakras où c'est plus facile, où se trouvent les chakras plus difficiles. Ce serait, à mon sens, à moi, normal que vous soyez parvenu à identifier cela. Maintenant, les 2 autres techniques qui sont proposées dans ce module-là sont des techniques dans lesquelles on met en évidence la notion d'interaction des chakras avec d'autres chakras. Donc, on a vu à ce moment-là le mouvement descendant et ascendant, qui est un mouvement fort important. Pourquoi je dis ça? Mais parce que dans la tradition des chakras, on a identifié qu'il y avait ce qu'on appelle la montée de la Kundalini. La montée de la Kundalini, qu'est-ce que c'est? Comme rappel, puisqu'on a déjà parlé dans l'enseignement, c'est vraiment ce phénomène où le chakra racine va avoir un certain degré de purification possible qui va pouvoir se manifester, qui va faire que l'énergie va remonter du chakra racine vers le chakra couronne, parce que justement, il y a un travail spirituel, un travail d'ouverture, d'alignement qui aura été fait suffisamment important pour que l'énergie, à quelque part, instinctive, l'énergie de personnalité à quelque part qu'une personne peut expérimenter, va remonter vers les chakras supérieurs, créant évidemment donc un phénomène de rayonnement encore beaucoup plus puissant du champ énergétique, parce qu'à ce moment-là, l'individu sera vraiment en harmonie avec l'énergie cosmotellurique. J'insiste sur l'énergie cosmotellurique. La Terre me nourrit, m'apporte de l'énergie, m'en remplit ma batterie. Ma batterie, quelque part, qui est reliée donc à mon chakra racine, va donc ressentir un appel vers le haut, et cette énergie-là, qui est donc canalisée dans le bas du corps, va donc remonter et purifier chacun des chakras, amenant donc une libération. La libération, c'est un peu ce qu'on appelle l'illumination, c'est-à-dire l'individu qui se libère de la chair, qui se libère des os, pour accéder justement à un rayonnement lumineux dans lequel il est relié donc à l'univers d'une façon beaucoup plus importante et qui va l'amener donc à avoir un sentiment, un regard sur la vie différent évidemment, puisqu'il ne sera plus attaché à la dimension terrestre, mais beaucoup plus en relation avec la dimension cosmique. Alors, le mouvement descendant-ascendant, en quoi il sert ce mouvement-là? En quoi il sert à nous aider justement à bien comprendre la notion de la Kundalini? C'est que chaque chakra a donc un mouvement descendant. Le mouvement descendant, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une recharge. Mon chakra a besoin de se recharger en énergie, et on va donc partir du mouvement où le chakra va partir du bas pour aller vers les pieds et remonter vers le haut. Comme ça, quelque part, il y avait une forme de mouvement respiratoire, encore une fois, qui pourrait être perçu de cette façon-là. Et plus il est uniforme, plus il est équilibré, plus il est un indice que le chakra se recharge facilement et qu'il a une bonne capacité justement de se relier à la Terre et d'absorber justement les énergies telluriques pour se nourrir, puis pour finalement canaliser une bonne force de gravité permettant évidemment à attirer l'énergie du ciel vers lui.
Alors, on comprend ici que le chakra se nourrit par le biais de l'énergie de la Terre et il va donc, par cette nourriture-là, être capable de faire venir à lui l'énergie du ciel. Le mouvement ascendant va nous permettre donc d'aller chercher des informations supplémentaires sur justement cette capacité que le chakra a de créer ce mouvement ascendant-là. C'est-à-dire qu'on va partir du chakra, mettons, du chakra du cœur, on va faire remonter vers le sommet de la tête, et du sommet de la tête, on va faire redescendre vers le chakra du cœur. Et on va faire quelque chose comme ça pour évaluer effectivement la qualité du mouvement ascendant de notre chakra du cœur, par exemple. Alors, en faisant cela, qu'est-ce qu'on va chercher à déterminer? C'est évidemment, c'est que notre chakra, après qu'il a eu un bon sens de gravité, il a été bien nourri par l'énergie tellurique, il va être capable, donc justement, d'émettre une certaine lumière, une certaine énergie, qui va nous permettre effectivement de se sentir capable de déployer ce que nous sommes vers le monde extérieur. C'est le mouvement ascendant qui va nous permettre de faire cela. Et ce mouvement ascendant-là, pour qu'il soit capable de se régénérer, il nous faut des très bonnes assises avec l'énergie tellurique. C'est pourquoi que la montée de la Kundalini, il faut être très attentif à cette notion-là. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que la Kundalini, c'est étroitement en relation avec un phénomène vers le haut, dans lequel l'expérience terrestre n'est plus importante. Il faut comprendre évidemment que pour que le travail se fasse adéquatement, il faut justement que la dimension terrestre soit très bien travaillée, pour que la position de gravité au sol soit très forte, pour qu'on soit capable vraiment de faire un travail qui soit harmonieux au niveau de ce développement-là. C'est ça qui est le plus important à cerner par rapport donc, à cette notion de la montée de la Kundalini. Alors, évidemment, ici, il ne s'agit pas de développer nécessairement cette expérience-là. Hein, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est vraiment de favoriser un équilibre de chacun de nos chakras. Et parce que nous allons être équilibrés dans chacun de nos chakras, nous allons pouvoir favoriser ce travail-là. Alors, il ne faut pas chercher à développer cette habileté-là, de faire une montée de la Kundalini à tout prix, par exemple. C'est beaucoup plus sage de faire un travail sur les chakras, de favoriser leur équilibre, et parce qu'ils sont équilibrés, il va y avoir un travail qui va se faire dans cette direction-là. Alors, c'est ça qui est, je pense, le plus sage. Ensuite, nous avons pu expérimenter la circulation entre les axes. La circulation entre les axes met en évidence justement que les chakras sont en étroite connexion entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Donc, cette circulation entre les chakras vont indiquer souvent est-ce que moi, dans ma dimension terrestre, dans ma dimension plus égoïque, plus ma personnalité, je suis capable de canaliser l'énergie spirituelle qui est associée à celle-là, et est-ce que je suis équilibré par rapport à mon énergie de personnalité par rapport à cette énergie spirituelle-là? Parce qu'il va sans dire que l'axe des chakras inférieurs et supérieurs vont indiquer quelque part, en se faisant circuler dans ces axes-là, vont nous indiquer justement où l'énergie circule le plus facilement entre les deux chakras. Alors, c'est possible que si c'est mon chakra inférieur, s'il devient trop actif, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va empêcher le chakra supérieur de se développer adéquatement. Et la même chose, si mon chakra supérieur est trop développé, ben, il va empêcher mon chakra inférieur de se développer adéquatement. Donc, il y a vraiment un équilibre à aller chercher à ce niveau-là. C'est ça qui est important. Alors, cet exercice-là consiste simplement à créer un mouvement entre le chakra inférieur et le chakra supérieur, un mouvement rotatoire comme ceci, par exemple, qui n'est pas rotatoire, mais un mouvement qui va partir du bas vers le haut et qui va repartir du haut vers le bas. Et on va chercher à favoriser une circulation énergétique de cette façon-ci pour arriver à déterminer si l'axe en question est équilibré et où se trouvent les zones de tension, etc. Alors, encore là, l'exercice consistait justement à faire ça sur les 7 chakras, donc à faire les axes, chacun des axes, et observer, sans prendre trop le temps de questionner, puisqu'on a vu que les exercices de décodage intuitif concernant un chakra, en concernant l'auto-équilibre, le décodage intuitif et auto-guérison d'un chakra et auto-guérison des chakras, allaient se faire dans des exercices qui suivaient ceux-ci. Donc, dans la circulation des axes, comme rappel, donc le chakra racine, chakra couronne. Donc, le chakra racine, c'est la volonté de vivre, instinctive, dans laquelle je suis en relation avec la vie matérielle et je cherche donc à bâtir, à trouver un équilibre, une sécurité, un confort dans la matière en cherchant à me débattre dans la matière justement pour arriver à trouver ce qui m'est nécessaire pour trouver ma sécurité. Alors que dans la volonté spirituelle, bien, inévitablement, on est dans une relation où on est détaché de cette dimension terrestre-là, puisqu'on est capable justement de mettre notre énergie dans l'ouverture spirituelle en reconnaissant qu'il y a une force qui est plus grande que nous et que cette force-là, quelque part, on a simplement se laisser guider par elle et tout va se passer comme il le faut. Alors que dans la volonté de vivre instinctive, on est beaucoup plus proche de l'animal qui cherche justement par ses instincts à essayer de trouver un équilibre dans sa vie en reconnaissant que la vie est une jungle à quelque part. Vous voyez, c'est un peu la différence, elle est là. Donc, l'équilibre entre les deux va permettre à ce que la volonté instinctive soit en harmonie avec la volonté spirituelle et vice-versa. C'est ce qui serait le plus harmonieux.
Le chakra sacré, chakra de la gorge, donc le chakra sacré est en relation donc avec notre identité, avec ma capacité à me positionner par rapport à mon entourage. On a vu que le chakra sacré est beaucoup en relation avec le communicateur, c'est-à-dire cette capacité que j'ai moi en tant qu'individu de reconnaître que je suis, et que parce que je suis, j'apprends donc à reconnaître qui je suis, et parce que je reconnais qui je suis, bien, je peux effectivement ensuite apprendre à me définir par rapport à qui je suis, mais me définir aussi beaucoup par rapport à mon entourage pour essayer de faire en sorte que je vais être accepté par celui-ci. Donc le chakra sacré est beaucoup en relation quand même avec cette volonté que j'ai d'être un communicateur avec moi-même, mais un communicateur avec les autres, donc d'être capable de m'ajuster en tant qu'individu pour trouver une façon de faire en sorte que je vais être aimé socialement parlant par mon entourage, que je vais être dans les règles sociales et normatives que la société me propose. Alors ça, c'est beaucoup le chakra sacré, qui va donc aussi, au niveau de la créativité, chercher à simplement s'inspirer des autres pour faire ce qu'il a envie. Par exemple, je regarde un chanteur à la télévision, j'ai envie de devenir chanteur moi-même, et mon idole, c'est Céline Dion, par exemple, pour prendre un exemple, et donc, finalement, ben, je vais vouloir devenir comme Céline Dion, c'est-à-dire que je vais être mon modèle. Alors, je ne vais pas être un créateur, je ne vais pas être quelqu'un en train de m'inspirer de qui je suis. Je vais m'inspirer de quelqu'un qui existe déjà, qui a réussi, et je vais me dire, ben, je vais faire comme elle, et je vais donc réussir de la même façon. Alors ça, c'est vraiment le chakra sacré qui a cette façon de fonctionner, c'est-à-dire que sa façon de créer va être beaucoup inspirée par ce qui existe déjà, par ce qu'il observe, ce qu'il voit. Dans le chakra de la gorge, on est dans un autre univers dans lequel il y a une individualisation qui est très importante qui s'est développée. Un individu qui a une créativité qui lui est propre parce qu'il reconnaît qu'à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose qui s'impose à lui, une volonté de réaliser une créativité qui est nouvelle, qui est créative, qui n'est pas nécessairement existante sur Terre et va donc amener effectivement comme un apport sur la société, dans la vie. Alors, le chakra de la gorge a donc vraiment une relation qui est beaucoup plus individualisée, beaucoup plus originale, beaucoup plus inventive, beaucoup plus dans la créativité pure, alors que dans le chakra sacré, bien évidemment, c'est notre apprentissage pour devenir un homme, pour devenir une femme et se faire accepter socialement parlant par rapport à la société. Alors, ces deux aspects sont importants. Alors, être trop inventif, trop créateur, trop en avant de son temps, bien évidemment, ça ne sera pas nécessairement plus avantageux dans une société qui va nous juger, par exemple, parce qu'ils vont constater qu'on n'est pas dans les normes du tout. Alors, je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux. C'est ça qui est important dans cet axe-là, chakra sacré, chakra de la gorge. Le chakra solaire, chakra du cœur. Donc, le chakra solaire représente beaucoup la notion du guerrier, le guerrier égoïque, égocentrique, pourrait-on dire, narcissique, qui a envie effectivement de prendre sa place, de s'affirmer, de reconnaître sa valeur, et qui cherche donc à la manifester avec une intensité, puis une force, une puissance, dans laquelle il va justement prendre sa place. Dans le chakra du cœur, on amène la notion du service, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a compris qu'il avait un certain pouvoir, il a compris qu'il avait un certain talent, mais il a compris aussi qu'il avait besoin de d'autres gens pour pouvoir favoriser une vie sociale plus harmonieuse, plus équilibrée, dans laquelle les gens cherchent à s'entraider, cherchent à collaborer. Donc, le serviteur n'est plus dans le mode de fonctionnement où il cherche à s'affirmer, où il cherche à créer des clans, par exemple. Il est plus dans le mode où il cherche à créer une communauté. La communauté, évidemment, c'est un monde ouvert dans lequel les gens vont chercher à collaborer davantage d'une façon plus naturelle. Alors, évidemment, donc, le chakra du cœur, on dit dans la tradition des chakras, et je suis assez d'accord avec cela, que très peu d'êtres humains sur Terre actuellement vibrent au niveau du chakra du cœur de façon suffisante pour créer cette nouvelle humanité. La nouvelle humanité, effectivement, ne reposerait plus sur un système capitaliste, ne reposerait plus sur un système, justement, où les gens cherchent à s'imposer face aux autres, mais davantage des êtres humains qui auraient le désir de se tendre la main et de commencer à collaborer ensemble. C'est vraiment cela qu'on va retrouver donc dans cet axe chakra solaire, chakra du cœur. Donc l'équilibre, évidemment, c'est d'être guerrier, oui, mais pas un guerrier au détriment des autres, donc de trouver une façon d'équilibrer l'énergie pour qu'on puisse effectivement servir les gens tout en étant fort et puissant. Ensuite, il y a le cœur et le chakra frontal. Donc, l'axe chakra du cœur, chakra frontal, on en a déjà parlé, c'est un retour quand même, un petit rappel. Donc, dans le cœur, évidemment, il y a toute la notion des sentiments qui se trouvent là, c'est toute la notion de service qu'on vient de voir aussi qui sont là, et c'est tout en liaison avec mes émotions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon cœur, justement? C'est quoi qui m'allume? C'est quoi qui m'intéresse vraiment? Alors que la tête est souvent reliée au rationnel. Le rationnel, évidemment, a souvent favorisé une espèce de justification intellectuelle qui m'amène à me dire je peux pas, j'aurais le goût de faire ça, mais je ne peux pas le faire parce qu'on m'a enseigné que c'était pas possible de faire ça. Donc, vous voyez, le rationnel vient comme programmer quelque part une imitation par rapport à quelque chose qui nous allume dans notre cœur, qui nous donnerait envie de faire quelque chose. Donc, quand on commence à comprendre cela, on comprend quelque part que
l'équilibre entre le chakra du cœur et le chakra frontal va passer justement par une déprogrammation intellectuelle. C'est-à-dire que le rationnel va devoir, son éducation, ce que nous avons reçu comme éducation, on va devoir apprendre à le négocier davantage pour être plus à l'écoute de ce que notre cœur a à nous enseigner, à nous transmettre. C'est quoi nos envies, nos désirs profonds, etc. C'est là que notre cerveau va commencer à se rendre conscient qu'il existe un autre hémisphère que l'hémisphère rationnel, et c'est là qu'il va y avoir une forme de développement de l'intuition qui va en résulter. Et avec le temps, une synchronisation des hémisphères va prendre forme qui va faire que justement ma capacité intellectuelle va se rendre réceptive à quelque chose qui se passe dans mon cœur et qui m'amène donc à avoir des perceptions intuitives, à avoir une relation avec l'univers qui est différente, dans lequel je me rends compte que je suis un être humain qui est relié à quelque chose de plus grand que lui. Alors c'est là qu'on va amener aussi cette notion de cohérence cardiaque dont j'ai déjà parlé, qui indique justement comme une façon, par un rythme respiratoire, on parvient justement à amener une meilleure circulation entre la tête et le cœur, qui favorise le bien-être, qui favorise le bonheur, qui favorise la réalisation du soi. Nous allons en reparler de tout cela lorsque nous allons arriver au module présentant justement l'enseignement autour de la respiration et les chakras, qui est basé sur des enseignements yogiques d'une part, puis des enseignements plus modernes comme la cohérence cardiaque. Alors, on va voir ça. C'est pas moi qui va donner cet enseignement-là. Alors, vous allez le découvrir en temps et en heure, comme on dit, et ça sera donc intéressant puisque ça vous permettra de vraiment approfondir la notion de la respiration, d'une part dans la cohérence cardiaque, mais aussi dans d'autres techniques respiratoires, vous permettant de mieux comprendre de quelle façon que vous pouvez favoriser cet équilibre entre le cœur et la tête. Sinon, bien évidemment, l'exercice que nous faisons au niveau des chakras nous permet aussi d'aller chercher cette évaluation-là, de quelle façon que le cœur se fait entendre par la tête et de quelle façon que la tête se fait entendre par le cœur. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait voir ça. Et plus c'est équilibré là, plus il y a une forme d'unité entre les deux, plus il y a donc une forme de cohérence cardiaque qui va se manifester. C'est-à-dire que le cœur va être en syntonie avec un rythme harmonieux qui va permettre donc de favoriser le bonheur et la joie. Voilà. Et puis après ça, bien évidemment, nous avons vu évidemment qu'il était possible d'intégrer toutes ces techniques en faisant un soin sur un chakra, dans lequel nous apprenions à constater que chacune des techniques que je viens de vous présenter pouvait se pratiquer sur un chakra. C'est-à-dire que le chakra racine, par exemple, je pourrais l'ouvrir, le fermer, amener de la couleur dedans, ensuite créer une circulation rotatoire dans un sens, créer une circulation rotatoire dans l'autre. Je pouvais ensuite, évidemment, faire un mouvement descendant, un mouvement ascendant, et ensuite faire une circulation entre les axes dans le même chakra. Tous ces exercices-là, évidemment, je pourrais le faire sans trop chercher à faire du décodage intuitif, uniquement pour faire un soin énergétique, pourrait-on dire. L'idée de ce que moi je pense qui est intéressant, c'est de pouvoir intégrer le tout ensemble, c'est-à-dire faire un décodage intuitif à chaque fois qu'il y a des résistances et des réactions qui sont présentes, de prendre le temps de mettre de la lumière sur les résistances, les réactions, prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer, et ensuite revenir sur une autre technique de soin, ainsi de suite, pour amener un équilibre de plus en plus important dans le chakra en question. Alors ça, c'est peut-être la façon qui vous a été proposée. Alors évidemment, ça vous a permis peut-être d'approfondir donc la notion du soin sur un chakra, mais aussi d'arriver à développer une connaissance de soi plus importante et de favoriser donc une capacité de devenir conscient de la matière psychologique, la matière psychique et énergétique qui anime un chakra et de pouvoir justement devenir plus conscient de tout cela. Et puis ensuite, on avait terminé avec un exercice sur les chakras, dans lequel on cherche à équilibrer les chakras dans leur totalité, nous permettant donc évidemment de faire un travail sur tous ces exercices-là que nous avons vus sur les 7 chakras, qui est une technique évidemment qui est beaucoup plus longue, mais qui était certainement une voie intéressante aussi à explorer pour encore là voir l'impact que ça nous fait sur notre corps. Puisqu'il faut savoir que dans ce module 4, évidemment, qui est orienté sur la pratique vers soi, sur les chakras, cela nous permet vraiment de pouvoir développer donc une plus grande assise, je dirais, sur la connaissance sur nos chakras. Nous allons voir que dans le module 5, évidemment, ça sera un approfondissement de cela. On va revenir sur les chakras, mais on va plutôt parler de la psycho-énergie des chakras, donc de se rendre compte qu'il est possible de travailler davantage sur la dimension psychologique associée aux chakras, par des techniques que vous allez découvrir dans le module. Et évidemment, il y aura un retour, comme je viens de le faire avec vous, pour ce module-là également. Donc voilà, c'était ma petite présentation pour ce module 4. Alors évidemment, c'est des questions, des interrogations, des questionnements. N'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. À très bientôt.